Voilà, bien écoutez, nous allons donc commencer cette journée sur, l'indéterminé, que je suis vraiment, enchantée, d'ouvrir, ce matin. Cette journée donc, devait avoir lieu au mois de mai dernier, donc, 2020. Elle a été annulée comme, tant d'autres événements, évidemment, en raison du confinement. Et nous avons choisi au GEMCA de la reporter et de l'organiser, tout de même, même si nous sommes, enfin nous devons être encore aujourd'hui, à distance. Mmh. C'était tout de même un moment important pour nous, d'abord parce que cette journée, sur l'indéterminé, en fait, veut essayer d'ouvrir un projet, plus large. Hem, voilà, sur lesquels je ne vais pas m'étendre maintenant parce qu'autrement on y passerait, beaucoup de temps. Mais en tout cas, veut essayer d'ouvrir une série au moins d'événements, qui devraient se dérouler, au moins dans les 6 mois qui viennent. Des rencontres, avec, des collègues qui travaillent dans des domaines divers sur cette question de l'indéterminé ou sur des notions connexes. Alors, l'idée de commencer à travailler sur l'indéterminé est née il y a déjà, 1 an et demi, à la suite d'une conjonction de rencontres et de lectures qu'il m'importe de retracer ici brièvement, car il me semble que cela permet de baliser déjà un champ de recherche et de préciser quelques directions, quelques orientations. Cette journée doit tout d'abord beaucoup, et je suis, heureuse de pouvoir le dire ici, à Laura Marin, qui interviendra donc en fin de journée, aujourd'hui, enfin voilà, et qui présidera d'ailleurs la deuxième partie de cette matinée. En effet, en juin 2019, Laura est venue donner plusieurs séminaires sur le neutre. Question, on ose dire concept ou notion, parlant du neutre, question dont elle est spécialiste. Alors ce neutre n'était pas tout à fait, nouveau pour le GEMCA, puisque la fréquentation des œuvres de Louis Marin nous y avait déjà introduits. Mais la conversation avec Laura, à la suite de ces séminaires, a été, extrêmement, féconde et a permis de faire germer l'idée de rassembler, ces objets d'étude qu'on ne peut pas réduire à une définition, qu'on ne peut pas cerner complètement, en vertu de cette part irréductible et fondatrice qui leur donne leur opacité, leur opérativité. On parle de Marin, on pense à opacité, mais donc qui leur donne plutôt leur opérativité, leur efficace. Si l'on définit en effet le neutre, il disparaît ou plutôt il échappe, il glisse entre les mots. Ce qui le fait échapper est cette part indéterminée, et pourtant on le sait car finalement c'est évident pour le neutre, hein, c'est cette part-là qui le constitue, ce qu'il est et aussi ce qu'il n'est pas. Et puis, il y a eu une lecture dans l'été, qui a suivi. Alors une lecture qui apparemment n'avait rien à voir avec le neutre. C'est celle du livre de, Paul Preciado, heu, Un appartement sur Uranus, j'ai ici, donc qui était paru au printemps de cette même année, au printemps 2019. Dans ce livre, donc le philosophe transgenre, Paul Preciado, qui s'appelait auparavant Béatrice Preciado, a rassemblé des chroniques, principalement celles qu'il a écrites pour le journal Libération entre 2013 et 2018. Dans ces chroniques, il y aborde des questions d'actualité. Alors tout d'abord, actualité personnelle, à savoir sa transformation, sa traversée des genres, hein, d'un genre à l'autre, donc de Béatrice à Paul, Paul B. Et puis actualité du monde et principalement la crise des migrants, autre traversée d'un bord à l'autre, d'une terre à l'autre. Et là, contre toute attente, ça c'était vraiment la surprise pour moi, la conversation que je continuais d'avoir avec Laura, finalement, c'est comme incarnée. Elle a pris racine à certains endroits du monde et elle a pris chair dans certaines communautés de personnes. Ou plutôt, elle a pris racine dans les non-lieux de la migration et elle a pris chair dans des corps sans genre fixe, des corps non assignés. Des lieux et des corps indéterminés. Et pour cette raison, exactement pour cette raison, hein, précisément pour cela, des corps et des lieux sortis, éjectés du système politique et social,
Bon, pour le dire très rapidement. Ce qui m'est apparu alors, c'est l'urgence de penser cet indéterminé dans ses formes si variées, en particulier de le mettre en lumière partout où il était urgent de sortir des paradigmes reçus, paradigmes binaires le plus souvent, pour réinclure dans la conversation, mais alors conversation large, hein, politique, sociale, des individus dont le nombre grossissait à la marge de notre société ou de nos pays. Donc voilà pour un petit peu le point de départ. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit, puisqu'il faut encore que cette réflexion prenne forme de manière pertinente et concrète. Et là où cela peut prendre forme, la manière dont cela peut prendre forme, dans la suite des premières explorations que nous avions entamées donc avec Laura, cela a été en proposant au GEMK de regarder nos objets d'étude par ce prisme, dans la démarche expérimentale propre aux journées du GEMK. Alors, pour ceux qui n'ont jamais participé et qui ne savent pas ce que c'est qu'une journée du GEMK, bon, c'est rien d'extraordinaire, mais enfin, ça vaut la peine quand même d'être rappelé ici. Donc, dans ces journées, chacun et chacune est invité à faire réagir, hein, au sens chimique, ces objets de recherche avec une notion, un mot, et d'observer ce qui se découvre de nouveau, hein, ce que peut apporter cette expérience, véritablement, à une autre compréhension de ces objets. Donc, je dis bien une autre compréhension et pas une meilleure compréhension. Elle peut être meilleure, mais surtout, ce qu'il importe de voir, c'est dans quelle mesure elle peut être autre, cette compréhension. Ce sont donc des journées qui sont plutôt expérimentales et qui ont pour but de défricher ou de sonder l'intérêt, la pertinence de poursuivre l'enquête, mais aussi de mettre au jour des questions que pose tel ou tel sujet. Alors, c'est bien ce que sera cette journée consacrée à l'indéterminé, une journée exploratoire, collective, collaborative, qui posera certainement plus de questions qu'elle n'apportera de réponses. Si vous êtes venu ici pour savoir exactement ce qu'est l'indéterminé, eh bien, je dois vous dire, je pense que c'est raté. On va l'approcher, mais je pense que c'est tout ce que nous pourrons faire, dans un premier temps au moins. Alors, quiconque considère avec lucidité et même, je dirais, simplicité, hein, tout simplement, l'expérience de vie, peut y reconnaître aisément la part d'indéterminé inhérente à la vie même. L'indéterminé fait partie, hein, de la définition de la vie, dans les termes de l'inconnu, de l'incertain, de l'impermanent. D'où la difficulté première à trouver ou choisir une orientation pour l'examiner, mais aussi d'où, je pense, l'enthousiasme suscité par son évocation, si j'en crois, les réactions à la proposition de réflexion qu'est cette journée du GEMK, ou même la quantité de réponses que Caroline et Ingrid ont reçues à la même proposition pour un colloque prochain d'histoire de l'art. Il m'a semblé d'ailleurs qu'à certains égards, l'indéterminé se présentait pour les chercheurs et les chercheuses comme une sorte de retour du refoulé, ce qui doit être camouflé, occulté dans les objets que nous étudions, ce que nous nous efforçons en général d'occulter d'ailleurs dans les projets de recherche que nous soumettons à diverses instances. Surtout ne pas montrer qu'il y a une part que l'on aura du mal à définir ou qui est même là, euh, qui une part donc d'indéterminés que nous voulons occulter, mais qui précisément les désigne ou les constitue comme objet d'étude. Le symptôme, en quelque sorte, qui leur donne une opérativité spécifique là où ils sont. Et je vais revenir sur cette situation de l'indéterminé. C'est ainsi le cas des nombreux objets d'étude, des nombreux sujets et concepts abordés par les chercheurs et les chercheuses du GEMK ces dernières années. Alors, on peut constater, en effet, quand on en fait la liste, et je vais revenir sur cette liste, qu'ils se rejoignent sur un point, à savoir la difficulté à les définir, ou plutôt l'impossibilité à trouver une définition qui épuise leur sens et leur opérativité. Ainsi, je vais les citer, mais sans vouloir être exhaustive, bien que, à bien y regarder, cela dresse déjà un tableau assez complet de ce qui nous occupe plus ou moins collectivement depuis de nombreuses années. Donc, par exemple, on a travaillé sur l'expérience. Ça a été l'objet pas d'une expérience, mais d'une journée du GEMK.
sur le baroque, sur l'idole, le cadre, la mystique, et puis bien sûr la figure et la figurabilité. Tenter de les définir et par là même de leur donner une rationalité exhaustive, les vide de sens et annihile leur efficacité. Ils semblent articuler en effet ces concepts, ces notions, ces mots, une pensée indéterminée, au moins en partie, dans laquelle réside cependant leur puissance herméneutique, s'appuyant sur un imaginaire ou sur des effets perceptifs. Et je voudrais citer ici ce que Jean Rousset dit du baroque dans l'intérieur et l'extérieur. Donc je cite: l'idée de baroque est de celle qui vous fuit entre les doigts. Plus on la considère, plus moins on l'appréhende. Qu'on s'approche des œuvres, la diversité frappe plus que les similitudes. Qu'on prenne du recul, tout s'évapore dans la généralité. On n'a pas eu tort de dire que la notion était confuse et mal délimitée. Mais n'y a-t-il pas avantage, jusqu'à un certain point, à œuvrer dans l'indéfini? L'indéterminé peut servir une première phase de la recherche, qui est celle de la spéculation et du tâtonnement. On ne va vers la certitude qu'à partir de l'incertain. Fin de citation. Rousset insiste dans cette citation sur l'avantage heuristique à conserver aux objets leur part d'indéterminé. Mais bon, je dois dire ici qu'on a peut-être affaire à une stratégie d'évitement ou de contournement de la polémique avec les opposants à l'usage du terme baroque s'agissant de littérature française. Bon, je laisse ça de côté. Ce que je retiens en revanche de cette citation, c'est le fait que la difficulté à laquelle nous confrontent ces concepts est double. Non seulement ils échappent à notre compréhension rationnelle, mais ils nous imposent aussi de conserver cette part d'indétermination, faute de quoi il devient euh, impossible de les utiliser et leur opérativité nous échappe tout. De cette manière, au GEMK et ailleurs, on a pu s'intéresser à ce que l'on voit sans voir, à ce qui surgit des marges sans se donner tout à fait. Alors c'est ce que l'on observe par exemple, entre autres, dans les opérations liées au cadre et au cadrage. On a pu s'intéresser à ce qui se définit toujours en creux, par ce qui n'est pas et qui n'existe que par le déni d'un discours. C'est le cas de l'idole, par exemple. On a pu aussi s'intéresser à des altérités paradoxales, qui n'existent qu'en renversant ou inversant des images, à ce qui se situe dans l'interstice des textes et des images, dans l'interstice des mots. La mystique, je pense, en est un bon exemple. La figure est certainement un des exemples les plus parlants dans ces dimensions en apparence contradictoires de conciliation, de réalité ou de pôle en opposition. Et dans son prolongement, la figurabilité tente de rendre compte de la part indicible et invue des œuvres, qui est pourtant bien présente dans la saisie qu'on en fait. Alors, j'inclus dans le même ensemble que la figure et la figurabilité l'expression figurée, donc à l'intérieur, évidemment, on place l'emblématique et la symbolique humaniste, mais aussi la métaphore, qui offre une histoire à elle seule, histoire qui m'a fait aboutir récemment à la métaphorologie de Hans Blumenberg. Je ne pouvais pas le manquer. Or, que nous dit Blumenberg dans la toute dernière partie de son livre intitulé Naufrage avec spectateur? Donc c'est un petit essai qui est à part en fait de ce livre, qui s'appelle Perspective sur une théorie de l'inconceptualité. Donc je cite Blumenberg: une métaphorologie, si elle ne veut pas se restreindre à l'opération de la métaphore dans la construction de concepts, c'est en fait le point de départ de Blumenberg, s'intéresser à la métaphore dans la mesure où ces métaphores servent à construire des concepts. Donc, si on ne veut pas restreindre cette métaphorologie à cette opération de la métaphore dans la construction des concepts, mais veut la prendre pour fil directeur dans la prise en considération du monde de la vie, ne pourra manquer de déboucher sur l'horizon plus vaste d'une théorie de l'inconceptualité. Donc voilà, avec l'indicible, l'invu, l'inconceptualisable, mais aussi, que j'ai déjà cité, l'inconnu, l'incertain, l'impermanent, on voit s'ouvrir une constellation de termes que je voudrais partager avec vous et que j'ai répartis dans 2 séries. Alors voici la première série. L'indéfini, l'indiscernable, l'indécis ou l'indécidable, l'imprécis, l'informe, l'impensé, le non finito, le vague, le flou
J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y mettre le mou aussi. Bien sûr, le neutre. J'y ajouterai aussi l'incoatif, que j'ai commencé à pister, si je puis dire, dans les écrits de Louis Marin assez récemment. Et encore l'ineffable et l'intraduisible. Alors, je dois dire que cette liste, je l'ai faite avec la collaboration de beaucoup d'autres, voilà, au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec les uns et les autres. Alors, il y aurait bien sûr de nombreuses nuances à apporter à cette liste, et en particulier réfléchir sur la suffixation en un ou la préfixation en able, sur l'usage aussi de l'adjectif substantivé plutôt que le substantif, et puis de répartir cette première série en sous-parties, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Voilà. Vous avez compris que là, j'ouvre des pistes. Alors, la deuxième série de cette constellation de termes part de cette idée que l'indéterminé, c'est aussi un entre-deux, hein, comme un suspens au milieu du gué. Et donc, cet indéterminé peut convoquer toutes les figures du passage, de la transformation, du processus, bien sûr. Et donc, on aurait intervalle, intermédiaire, intermédial, bien sûr, ou encore oscillation qui est une figure du neutre, hein, selon Barthes. Enfin, il me semble que l'indéterminé, quel que soit le champ d'étude et la direction qu'on prenne, hein, pour en rendre compte ou le débusquer, a toujours à voir avec l'altérité, et plus précisément avec une altérité impossible à formaliser, impossible à poser. D'où sa raison certainement de son accointance forte avec le neutre. Alors, la notion, bien entendu, n'est pas nouvelle, hein, et la philosophie du XXe siècle en particulier l'a formulée de plusieurs manières. On peut citer notamment donc la zone d'indiscernabilité définie dans Mille plateaux de Deleuze et Guattari, qui se retrouve ailleurs, chez Deleuze, hein, sous des syntagmes un peu variables, tels que zone d'indétermination ou d'indéterminabilité. C'est aussi un exercice de diction, hein, tout ça. Zone d'indécidabilité, zone d'indécision, d'indistinction ou encore d'ambiguïté. On peut faire remonter au principe des indiscernables de Leibniz, que Deleuze évoque dans le pli, ainsi qu'au principe d'indétermination de la phénoménologie. Alors, je précise tout de suite que je mentionne pour le moment ces jalons lexicaux et conceptuels, pour ainsi dire, comme un perroquet, n'ayant absolument pas approfondi la recherche de ce côté. Et je m'appuie ici sur une notice du vocabulaire de la philosophie contemporaine de langue française, que m'a fourni d'ailleurs Laura. Merci aussi pour cela. Une notice qui est consacrée à la zone d'indiscernabilité du vocabulaire de Deleuze. Et cette notice ajoute, pour compléter le tableau autour de la phénoménologie, les notions d'horizon d'indétermination et horizon de déterminabilité chez Husserl, ainsi que les lieux d'indétermination chez Ingarden, toutes notions que l'on retrouve chez Merleau-Ponty et Maldinet. L'objectif ici, cependant, n'est pas de dresser un panorama de l'usage ou de l'invention de cette notion et d'autres notions connexes dans la philosophie contemporaine ou plus ancienne d'ailleurs. Hélène m'avait suggéré très judicieusement, par exemple, qu'on pourrait explorer un indéterminé aristotélicien par le biais de ce qui est en puissance, au bout de la matière encore non formée. Non, ça, c'est pas du tout, en tout cas, ce panorama n'est pas dans mes objectifs, j'en suis tout à fait incapable, et puis il ne me paraît pas le plus intéressant. Ce qu'il s'agit plutôt de faire, au moins dans un premier temps, voilà, et peut-être dans un deuxième aussi d'ailleurs, c'est de relever des points, des jalons, au sens du relevé topographique, pour tenter de tracer un chemin inscrit dans une histoire. C'est cela qui me semble être la manière pertinente et concrète d'ouvrir l'enquête. L'indéterminé est situé historiquement. L'indéterminé a une histoire. Et suivre ce qui est indéterminé pour une époque ou pour une autre nous renseigne sur 3 dimensions. Alors, voilà, je vous ai dit, hein, les journées du JMK sont expérimentales, donc ce que je vous propose là, c'est expérimental. Tout cela est à discuter, bien évidemment. Hein. Tout d'abord, cette étude peut nous renseigner sur la limite du rationalisable, ou plutôt de ce que l'on pense, de ce que l'on croit rationalisable et connaissable. L'indéterminé a aussi à voir avec le non connaissable. Ensuite, deuxièmement, donc,
deuxième aspect, deuxième dimension, en creux ou en miroir de cette limite, sur ce qui suscite l'interrogation, voire la fascination, c'est-à-dire le dehors d'une certaine rationalité et de ce que l'on croit connu. Et enfin, et cette fois-ci de notre point de vue actuel d'enquêteur, si je puis dire, c'est une possibilité pour repérer ce que nous avons perdu de savoir plus ancien, ce qui ne se comprend pas ou plus, ce qui constitue donc la part indéterminée, voire indéterminable d'un savoir à distance. Et Laura avait évoqué dans cette perspective les travaux de Judith Schlanger. Donc une part évidemment donc indéterminable d'un savoir ou indéterminé, mais dont le contact, pourrais-je dire, nous incite ou même nous oblige à penser autrement, nous permet d'approcher une altérité radicale. La question pourrait donc être, qu'est-ce qui est indéterminé pour qui? Et accessoirement, où et quand? Et donc c'est sur cette piste-là que j'aimerais qu'on réfléchisse, voilà, que je vais en tout cas réfléchir dans les mois qui viennent. Alors à cette question, je voudrais répondre très provisoirement et en guise, non pas de conclusion, mais d'ouverture de la journée, parce que Deleuze nous dit de la position privilégiée de l'art pour accéder à ces zones d'indéterminé, et je cite, seul l'art peut y atteindre et y pénétrer, donc dans ces zones d'indéterminé ou d'indétermination. Donc seul l'art peut y atteindre et y pénétrer dans son entreprise de co-création. C'est que l'art vit lui-même de ces zones d'indétermination dès que le matériau passe dans la sensation. Fin de citation. Voilà, et j'en ai terminé avec cette introduction de cette journée, et nous sommes prêts à ouvrir les travaux, les questions.